Isaac Newton affirmait qu'une pomme tombe parce qu'une force gravitationnelle l'attire vers le sol. Mais et si c'était le sol qui montait vers la pomme? Réfléchis une seconde, tu lâches une pomme. Selon Newton, le sol est au repos. La Terre exerce une force gravitationnelle sur la pomme, cette force l'accélère vers le bas, et voilà, elle tombe. C'est simple, c'est intuitif. C'est ce qu'on nous enseigne au lycée, de Bordeaux à Strasbourg. Mais selon Einstein, cette force gravitationnelle n'existe tout simplement pas. Ce qui est plus juste, dit-il, c'est de considérer la pomme comme immobile, et le sol, avec tout ce qui se trouve dessus, comme quelque chose qui monte à la rencontre de la pomme. Je sais ce que tu te dis, je sais. Ça semble absurde, ça semble même un peu idiot. Mais ce n'est pas du sophisme, ce n'est pas un jeu de mots philosophiques sans conséquence. Il y a quelque chose de profondément réel là-dedans. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie, pourquoi Einstein en est venu à adopter ce point de vue, et comment cette idée a semé les graines de ce qui allait devenir la relativité générale. Tu es prêt? Alors accroche-toi, parce qu'on commence par les bases. Pour analyser le mouvement, n'importe quel mouvement, tu as besoin de ce qu'on appelle un référentiel. C'est simplement un système d'axes X, Y, Z pour repérer des points dans l'espace, accompagné d'une horloge pour mesurer le temps. Tu ne peux mesurer le mouvement que par rapport à autre chose. Si tu es assis dans un TGV qui roule à 300 km/h et qu'un autre TGV te dépasse à la même vitesse dans le même sens, il te semblera immobile. Le mouvement est toujours relatif. Maintenant, voilà quelque chose d'intéressant. Les lois de Newton ne peuvent pas te dire si un référentiel est vraiment au repos ou vraiment en mouvement à vitesse constante. Cette distinction n'a aucun sens physique. C'est juste une question de point de vue. En revanche, les lois de Newton peuvent te dire si ton référentiel est vraiment en train d'accélérer. Voici comment ça marche. Prends un objet sur lequel aucune force ne s'exerce. Lâche-le. S'il reste exactement là où il est, alors ton référentiel n'accélère pas. On appelle ça un référentiel inertiel. En physique newtonienne, les référentiels inertiels sont spéciaux. La deuxième loi de Newton, F égale ma, n'est valide que dans ces référentiels. Autrement dit, la force nette sur un objet égale sa masse fois son accélération uniquement si tu mesures cette accélération depuis un référentiel inertiel. Prenons un exemple concret. Tu es dans un wagon du TGV Paris-Lyon. Le train démarre brusquement, il accélère vers l'avant. Toi, tu es projeté vers l'arrière, même si tu ne vois aucune force horizontale qui t'y... Dans le référentiel du wagon, F n'égale décidément pas ma. Le référentiel du wagon n'est pas inertiel. En revanche, le référentiel attaché au rail de la SNCF, lui, est à peu près inertiel, en mettant de côté la rotation de la Terre. Dans ce référentiel, toi, tu n'accélères pas du tout. C'est le wagon qui accélère sous toi vers l'avant. Plus généralement, tout référentiel qui accélère par rapport à un référentiel inertiel ne sera pas lui-même inertiel. Référentiel inertiel et référentiel non accéléré, ce sont des synonymes en physique newtonienne. Les référentiels inertiels sont l'étalon contre lequel on mesure la vraie accélération. Et depuis leur perspective, le mouvement obéit à une règle simple. F égale ma. Bien. Mais regardons maintenant le référentiel du wagon de façon un peu plus attentive. À l'intérieur de ce wagon qui accélère, non seulement tout est projeté vers l'arrière sans raison apparente, mais tout est projeté vers l'arrière ensemble. Toi, un livre, un éléphant. Tout recule avec la même accélération. Depuis le référentiel privilégié attaché au rail, la raison est évidente. Toi, le livre et l'éléphant, vous êtes tous immobiles. C'est le wagon qui accélère vers l'avant pour venir vous intercepter. Bien sûr que vous reculez en chœur, vu depuis l'intérieur du wagon. Mais attends, il y a autre chose de familier qui fait reculer les gens, les livres et les éléphants en synchronie. La gravité newtonienne. En l'absence de résistance de l'air, c'est même la caractéristique définissante de la gravité. Tout tombe à la même vitesse, quelle que soit la masse. Galilée l'avait démontré depuis le campanile de Pise au XVIe siècle. Newton l'avait formalisé. Et voilà que dans le référentiel du wagon, qui accélère vers l'avant, il est comme s'il existait un champ gravitationnel supplémentaire, fictif, pointant vers l'arrière. Les référentiels accélérés imitent un champ gravitationnel dans la direction opposée à leur accélération. C'est intéressant.
Si tu combines ce champ gravitationnel fictif supplémentaire avec le vrai champ gravitationnel terrestre qui pointe vers le bas, tu obtiens un champ gravitationnel net à l'intérieur du wagon qui pointe selon un angle vers le bas et vers l'arrière. Une sorte de gravité inclinée. Imagine maintenant que tu obtures toutes les fenêtres du wagon et que tu installes des amortisseurs parfaits. Pour toi, à l'intérieur, il est impossible de savoir si tu es dans un train qui accélère sur la ligne Paris-Lyon ou si tu es immobile dans un wagon posé à la surface d'une planète dont la gravité est légèrement plus forte que celle de la Terre et légèrement inclinée. Strictement impossible. En physique newtonienne, c'est simplement un artifice de calcul. Ça ne va pas plus loin. La gravité vers l'arrière dans le wagon est fictive. Le wagon accélère, point final. Mais Einstein s'arrête là et pose une question qui va tout changer. Et si la gravité vers le bas que tu ressens ici, sur Terre, était elle aussi fictive? Et si la surface de la Terre était en réalité en train d'accélérer vers le haut? Tu sais ce que Newton répondrait. Il dirait que c'est insensé. Il nous rappellerait que les référentiels inertiels sont l'étalon de la vraie accélération. Pour affirmer que la Terre accélère vers le haut, il faut pouvoir identifier un référentiel inertiel par rapport auquel la surface de la Terre accélère vers le haut, et manifestement, un tel référentiel n'existe pas. Pas si vite, répond Einstein. Peut-être que si. Et si ce référentiel était un référentiel en chute libre? Réfléchis. Je te mets dans une boîte, une caisse hermétique, disons un conteneur, et je te lâche du haut de la tour Eiffel. Dans le référentiel de cette boîte, tout flotte. Ton téléphone, tes clés, une bille, tout reste exactement là où tu les poses. Ce référentiel en chute libre se comporte exactement comme un référentiel inertiel stationnaire, placé quelque part dans l'espace intergalactique, loin de toute gravité. Alors pourquoi le référentiel de la boîte ne pourrait-il pas être inertiel? Newton répondrait « Parce qu'il accélère réellement vers le bas à 9,8 mètres par seconde au carré. L'intérieur ne semble être en apesanteur que parce que l'accélération vers le bas agit comme un champ gravitationnel fictif vers le haut qui, depuis la perspective de la boîte, annule exactement le vrai champ gravitationnel terrestre. Une coïncidence commode. Vraiment, Newton? Une coïncidence? Einstein répond « Je ne fais que suivre tes propres règles. C'est toi qui as établi le test pour définir un référentiel inertiel. Lâche un objet sans force dessus, s'il reste en place, le référentiel est inertiel. Les référentiels stationnaires dans l'espace intergalactique passent ce test, mais les référentiels en chute libre ici sur Terre passent aussi ce test. Si ta gravité prétendue est fictive, alors peut-être que mes référentiels en chute libre sont vraiment inertiels. Et il y a plus, Newton. Depuis l'intérieur de cette boîte, il m'est absolument impossible de savoir si je suis dans l'espace intergalactique ou en train de tomber vers la Terre. Absolument impossible. Cette impossibilité de distinguer la chute libre de l'absence de gravité porte un nom. Einstein l'a appelé le principe d'équivalence. Et si tu acceptes ce principe, si tu admets que la chute libre et l'absence totale de gravité sont physiquement indiscernables, alors peut-être que les référentiels en chute libre sont vraiment les référentiels inertiels. Ce sont eux qui définissent l'étalon de la non-accélération. Auquel cas c'est vraiment le sol qui accélère vers le haut. Et ce qu'on a toujours appelé la force gravitationnelle n'est rien d'autre qu'un artefact du fait d'être dans un référentiel accéléré. Ce n'est pas différent du bizarre à-coup vers l'arrière que tu ressens dans le TGV au départ de la gare de Lyon. Tu sais parfaitement que rien ne te pousse réellement vers l'arrière, c'est juste le wagon qui avance sous toi. Alors pourquoi insister pour que l'à-coup vers le bas que tu ressens en permanence sur Terre ait une origine physique réelle? Peut-être que la gravité, tout comme cet à-coup dans le train, est une illusion. Ce point de vue ne te semble-t-il pas plus simple? Newton marque une pause, puis il sourit. Et il dit « C'est élégant, Einstein. Vraiment. Mais tu as oublié quelque chose. La Terre est ronde. Le bas n'est pas vraiment vers le bas. Le bas, c'est vers le centre de la Terre, radialement vers l'intérieur. Et ça crée deux problèmes. Premier problème. Deux objets dans une boîte en chute libre tombent tous les deux vers le centre de la Terre, mais sur des rayons qui ne sont pas tout à fait parallèles. Ils convergent légèrement l'un vers l'autre. Depuis l'intérieur de la boîte, ils ne restent pas immobiles, ils se rapprochent imperceptiblement,
sans qu'aucune force ne semble les y pousser. En violation apparente de F égale ma. Deuxième problème. Selon ton critère, Einstein, les référentiels en orbite, comme ceux de la Station spatiale internationale, devraient aussi être considérés comme inertiels. Mais ces référentiels accélèrent par rapport aux référentiels en chute libre rectiligne. Et au début de l'épisode, tu nous as dit que les référentiels inertiels ne sont pas censés accélérer les uns par rapport aux autres. Aïe, on dirait que c'est terminé pour Einstein, non? Pas tout à fait. Il s'avère qu'il existe une échappatoire qui rend le point de vue Einstein parfaitement cohérent. La règle selon laquelle des référentiels inertiels ne peuvent pas accélérer les uns par rapport aux autres, cette règle n'est vraie que si l'espace a une géométrie plate. Si en revanche, l'espace-temps est non euclidien et courbé, alors ligne droite à vitesse constante ne veut plus dire ce que tu penses. Et dans un espace-temps courbé, les référentiels inertiels peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent. Il a fallu environ 7 ans à Einstein pour comprendre ça. 7 ans de travail acharné, de mathématiques féroces, en grande partie grâce aux outils de géométrie différentielle développés par Riemann au siècle précédent, et que le mathématicien Henri Poincaré avait déjà commencé à mobiliser dans ses propres réflexions sur la relativité. Mais une fois qu'Einstein y est parvenu, un modèle d'une beauté extraordinaire a émergé. La relativité générale. Elle fait plusieurs prédictions que la théorie newtonienne de la gravité ne fait pas. La précession du périhélie de Mercure, inexpliquée depuis des décennies, calculée par les astronomes de l'Observatoire de Paris comme une anomalie persistante. La déviation de la lumière par le Soleil, vérifiée de façon spectaculaire lors de l'éclipse totale de 1919. Le décalage gravitationnel des fréquences lumineuses, jusqu'aux ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015, un siècle après la prédiction d'Einstein. La relativité générale a passé tous ses tests expérimentaux. Et l'un de ses principes centraux est celui-ci: nous vivons dans un espace-temps courbé. Dans cet espace-temps courbé, l'orbite de la Station spatiale internationale est une ligne droite à vitesse constante. La trajectoire d'un ballon de football frappé en cloche dans un stade, ligne droite à vitesse constante. La trajectoire d'une bille lancée en l'air, ligne droite à vitesse constante. Mais toi, assis parfaitement immobile dans ton fauteuil à regarder cette vidéo, toi, tu accélères. Et c'est cette accélération qui te donne l'impression qu'une force de gravité t'attire vers le sol, alors qu'en réalité, cette force n'existe pas. Attends une minute. Comment la géométrie et les lignes droites peuvent-elles fonctionner de cette façon? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'une orbite soit une ligne droite? C'est une vraie question et elle mérite une vraie réponse. On y reviendra. Pour l'instant, laisse cette idée faire son chemin. La prochaine fois que tu prends le métro à Paris, que le wagon s'ébranle sur le quai et que tu te sens reculer, souviens-toi de ça. Ce n'est pas une force qui te pousse. C'est le sol, le wagon, qui avance sous toi pendant que toi tu restes, un instant, là où tu étais. Et la gravité qui te colle à ta chaise en ce moment même, cette pesanteur que tu ressens comme la chose la plus naturelle du monde, n'est peut-être qu'exactement la même chose. Pas une force, une accélération, la tienne. Dans un espace-temps qui courbe tout ce qui existe, y compris le temps lui-même, et que nous commençons à peine, encore aujourd'hui, à comprendre vraiment, 13 390 caractères. Isaac Newton affirmait qu'une pomme tombe parce qu'une force gravitationnelle l'attire vers le sol. Mais et si c'était le sol qui montait vers la pomme? Réfléchis une seconde, tu lâches une pomme. Selon Newton, le sol est au repos. La Terre exerce une force gravitationnelle sur la pomme, cette force l'accélère vers le bas, et voilà, elle tombe. C'est simple. C'est intuitif. C'est ce qu'on nous enseigne au lycée de Bordeaux à Strasbourg. Mais selon Einstein, cette force gravitationnelle n'existe tout simplement pas. Ce qui est plus juste, dit-il, c'est de considérer la pomme comme immobile et le sol, avec tout ce qui se trouve dessus, comme quelque chose qui monte à la rencontre de la pomme. Je sais ce que tu te dis, je sais, ça semble absurde, ça semble même un peu idiot. Mais ce n'est pas du sophisme, ce n'est pas un jeu de mots philosophique sans conséquence.
Il y a quelque chose de profondément réel là-dedans. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie, pourquoi Einstein en est venu à adopter ce point de vue, et comment cette idée a semé les graines de ce qui allait devenir la relativité générale. Tu es prêt? Alors accroche-toi, parce qu'on commence par les bases. Pour analyser le mouvement, n'importe quel mouvement, tu as besoin de ce qu'on appelle un référentiel. C'est simplement un système d'axes x, y, z pour repérer des points dans l'espace, accompagné d'une horloge pour mesurer le temps. Tu ne peux mesurer le mouvement que par rapport à autre chose. Si tu es assis dans un TGV qui roule à 300 km/h et qu'un autre TGV te dépasse à la même vitesse dans le même sens, il te semblera immobile. Le mouvement est toujours relatif. Maintenant, voilà quelque chose d'intéressant. Les lois de Newton ne peuvent pas te dire si un référentiel est vraiment au repos ou vraiment en mouvement à vitesse constante. Cette distinction n'a aucun sens physique, c'est juste une question de point de vue. En revanche, les lois de Newton peuvent te dire si ton référentiel est vraiment en train d'accélérer. Voici comment ça marche. Prends un objet sur lequel aucune force ne s'exerce. Lâche-le. S'il reste exactement là où il est, alors ton référentiel n'accélère pas. On appelle ça un référentiel inertiel. En physique newtonienne, les référentiels inertiels sont spéciaux. La deuxième loi de Newton, F égale ma, n'est valide que dans ces référentiels. Autrement dit, la force nette sur un objet égale sa masse, fois son accélération uniquement si tu mesures cette accélération depuis un référentiel inertiel. Prenons un exemple concret. Tu es dans un wagon du TGV Paris-Lyon, le train démarre brusquement, il accélère vers l'avant. Toi, tu es projeté vers l'arrière, même si tu ne vois aucune force horizontale qui t'y pousse. Dans le référentiel du wagon, F n'égale décidément pas ma. Le référentiel du wagon n'est pas inertiel. En revanche, le référentiel attaché au rail de la SNCF, lui, est à peu près inertiel en mettant de côté la rotation de la Terre. Dans ce référentiel, toi, tu n'accélères pas du tout. C'est le wagon qui accélère sous toi vers l'avant. Plus généralement, tout référentiel qui accélère par rapport à un référentiel inertiel ne sera pas lui-même inertiel. Référentiel inertiel et référentiel non accéléré, ce sont des synonymes en physique newtonienne. Les référentiels inertiels sont l'étalon contre lequel on mesure la vraie accélération. Et depuis leur perspective, le mouvement obéit à une règle simple. F égale ma. Bien. Mais regardons maintenant le référentiel du wagon de façon un peu plus attentive. À l'intérieur de ce wagon qui accélère, non seulement tout est projeté vers l'arrière sans raison apparente, mais tout est projeté vers l'arrière ensemble. Toi, un livre, un éléphant. Tout recule avec la même accélération. Depuis le référentiel privilégié attaché au rail, la raison est évidente. Toi, le livre et l'éléphant, vous êtes tous immobiles. C'est le wagon qui accélère vers l'avant pour venir vous intercepter. Bien sûr que vous reculez en chœur, vu depuis l'intérieur du wagon. Mais attends. Il y a autre chose de familier qui fait reculer les gens, les livres et les éléphants en synchronie. La gravité newtonienne. En l'absence de résistance de l'air, c'est même la caractéristique définissante de la gravité. Tout tombe à la même vitesse, quelle que soit la masse. Galilée l'avait démontré depuis le campanile de Pise au XVIe siècle. Newton l'avait formalisé. Et voilà que dans le référentiel du wagon, qui accélère vers l'avant, il est comme s'il existait un champ gravitationnel supplémentaire, fictif, pointant vers l'arrière. Les référentiels accélérés imitent un champ gravitationnel dans la direction opposée à leur accélération. C'est intéressant. Si tu combines ce champ gravitationnel fictif supplémentaire avec le vrai champ gravitationnel terrestre qui pointe vers le bas, tu obtiens un champ gravitationnel net à l'intérieur du wagon qui pointe selon un angle, vers le bas et vers l'arrière. Une sorte de gravité inclinée.
Imagine maintenant que tu obtures toutes les fenêtres du wagon et que tu installes des amortisseurs parfaits. Pour toi, à l'intérieur, il est impossible de savoir si tu es dans un train qui accélère sur la ligne Paris-Lyon ou si tu es immobile dans un wagon posé à la surface d'une planète dont la gravité est légèrement plus forte que celle de la Terre et légèrement inclinée. Strictement impossible. En physique newtonienne, c'est simplement un artifice de calcul. Ça ne va pas plus loin. La gravité vers l'arrière dans le wagon est fictive, le wagon accélère, point final. Mais Einstein s'arrête là et pose une question qui va tout changer. Et si la gravité vers le bas que tu ressens ici, sur Terre, était-elle aussi fictive? Et si la surface de la Terre était en réalité en train d'accélérer vers le haut? Tu sais ce que Newton répondrait. Il dirait que c'est insensé. Il nous rappellerait que les référentiels inertiels sont l'étalon de la vraie accélération. Pour affirmer que la Terre accélère vers le haut, il faut pouvoir identifier un référentiel inertiel par rapport auquel la surface de la Terre accélère vers le haut. Et manifestement, un tel référentiel n'existe pas. Pas si vite, répond Einstein. Peut-être que si. Et si ce référentiel était un référentiel en chute libre, réfléchi? Je te mets dans une boîte, une caisse hermétique, disons un conteneur, et je te lâche du haut de la tour Eiffel. Dans le référentiel de cette boîte, tout flotte. Ton téléphone, tes clés, une bille, tout reste exactement là où tu les poses. Ce référentiel en chute libre se comporte exactement comme un référentiel inertiel stationnaire placé quelque part dans l'espace intergalactique, loin de toute gravité. Alors pourquoi le référentiel de la boîte ne pourrait-il pas être inertiel? Newton répondrait parce qu'il accélère réellement vers le bas à 9,8 mètres par seconde au carré. L'intérieur ne semble être en apesanteur que parce que l'accélération vers le bas agit comme un champ gravitationnel fictif vers le haut qui, depuis la perspective de la boîte, annule exactement le vrai champ gravitationnel terrestre. Une coïncidence commode. Vraiment, Newton? Une coïncidence? Einstein répond « Je ne fais que suivre tes propres règles. C'est toi qui as établi le test pour définir un référentiel inertiel. Lâche un objet sans force dessus, s'il reste en place, le référentiel est inertiel. Les référentiels stationnaires dans l'espace intergalactique passent ce test. Mais les référentiels en chute libre, ici sur Terre, passent aussi ce test. Si ta gravité prétendue est fictive, alors peut-être que mes référentiels en chute libre sont vraiment inertiels. Et il y a plus, Newton. Depuis l'intérieur de cette boîte, il m'est absolument impossible de savoir si je suis dans l'espace intergalactique ou en train de tomber vers la Terre. Absolument impossible. Cette impossibilité de distinguer la chute libre de l'absence de gravité porte un nom. Einstein l'a appelé le principe d'équivalence. Principe. Et si tu acceptes ce principe, si tu admets que la chute libre et l'absence totale de gravité sont physiquement indiscernables, alors peut-être que les référentiels en chute libre sont vraiment les référentiels inertiels. Ce sont eux qui définissent l'étalon de la non-accélération. Auquel cas, c'est vraiment le sol qui accélère vers le haut, et ce qu'on a toujours appelé la force gravitationnelle n'est rien d'autre qu'un artefact du fait d'être dans un référentiel accéléré. Ce n'est pas différent du bizarre à-coup vers l'arrière que tu ressens dans le TGV au départ de la gare de Lyon. Tu sais parfaitement que rien ne te pousse réellement vers l'arrière. C'est juste le wagon qui avance sous toi. Alors pourquoi insister pour que l'à-coup vers le bas que tu ressens en permanence sur Terre ait une origine physique réelle? Peut-être que la gravité, tout comme cet à-coup dans le train, est une illusion. Ce point de vue ne te semble-t-il pas plus simple? Newton marque une pause. Puis il sourit. Et il dit « C'est élégant, Einstein, vraiment. Mais tu as oublié quelque chose. La Terre est ronde. Le bas n'est pas vraiment vers le bas. Le bas, c'est vers le centre de la Terre, radialement vers l'intérieur. Et ça crée deux problèmes. Premier problème. Deux objets dans une boîte en chute libre tombent tous les deux vers le centre de la Terre, mais sur des rayons qui ne sont pas tout à fait parallèles.
Ils convergent légèrement l'un vers l'autre. Depuis l'intérieur de la boîte, ils ne restent pas immobiles. Ils se rapprochent imperceptiblement sans qu'aucune force ne semble les y pousser. En violation apparente de F égale ma. Deuxième problème. Selon ton critère, Einstein, les référentiels en orbite, comme ceux de la Station spatiale internationale, devraient aussi être considérés comme inertiels. Mais ces référentiels accélèrent par rapport aux référentiels en chute libre rectiligne. Et au début de l'épisode, tu nous as dit que les référentiels inertiels ne sont pas censés accélérer les uns par rapport aux autres. Aïe. On dirait que c'est terminé pour Einstein, non? Pas tout à fait. Il s'avère qu'il existe une échappatoire qui rend le point de vue d'Einstein parfaitement cohérent. La règle selon laquelle des référentiels inertiels ne peuvent pas accélérer les uns par rapport aux autres, cette règle n'est vraie que si l'espace a une géométrie plate. Si en revanche, l'espace-temps est non euclidien et courbé, alors ligne droite à vitesse constante ne veut plus dire ce que tu penses. Et dans un espace-temps courbé, les référentiels inertiels peuvent de faire presque tout ce qu'ils veulent. Il a fallu environ 7 ans à Einstein pour comprendre ça. 7 ans de travail acharné, de mathématiques féroces, en grande partie grâce aux outils de géométrie différentielle développés par Riemann au siècle précédent, et que le mathématicien Henri Poincaré avait déjà commencé à mobiliser dans ses propres réflexions sur la relativité. Mais une fois qu'Einstein y est parvenu, un modèle d'une beauté extraordinaire a émergé. La relativité générale. Elle fait plusieurs prédictions que la théorie newtonienne de la gravité ne fait pas. La précession du périhélie de Mercure, inexpliquée depuis des décennies, calculée par les astronomes de l'Observatoire de Paris comme une anomalie persistante. La déviation de la lumière par le Soleil, vérifiée de façon spectaculaire lors de l'éclipse totale de 1919. Le décalage gravitationnel des fréquences lumineuses. Jusqu'aux ondes gravitationnelles détectées pour la première fois en 2015, un siècle après la prédiction d'Einstein. La relativité générale a passé tous ses tests expérimentaux. Et l'un de ses principes centraux est celui-ci. Nous vivons dans un espace-temps courbé. Dans cet espace-temps courbé, l'orbite de la Station spatiale internationale est une ligne droite à vitesse constante. La trajectoire d'un ballon de football frappé en cloche dans un stade, ligne droite à vitesse constante. La trajectoire d'une bille lancée en l'air, ligne droite à vitesse constante. Mais toi, assis parfaitement immobile dans ton fauteuil à regarder cette vidéo, toi, tu accélères. Et c'est cette accélération qui te donne l'impression qu'une force de gravité t'attire vers le sol. Alors qu'en réalité, cette force n'existe pas. Attends une minute. Comment la géométrie et les lignes droites peuvent-elles fonctionner de cette façon? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'une orbite soit une ligne droite? C'est une vraie question. Et elle mérite une vraie réponse. On y reviendra. Pour l'instant, laisse cette idée faire son chemin. La prochaine fois que tu prends le métro à Paris, que le wagon s'ébranle sur le quai et que tu te sens reculé, souviens-toi de ça. Ce n'est pas une force qui te pousse, c'est le sol, le wagon, qui avance sous toi pendant que toi tu restes un instant là où tu étais. Et la gravité qui te colle à ta chaise en ce moment même, cette pesanteur que tu ressens comme la chose la plus naturelle du monde, n'est peut-être qu'exactement la même chose. Pas une force, une accélération, la tienne. Dans un espace-temps qui courbe tout ce qui existe, y compris le temps lui-même, et que nous commençons à peine, encore aujourd'hui, à comprendre vraiment.